et à travers lui au courant de pensée qu'il incarne. Et vous avez voulu justement parler de cette pensée d'Éric Zemmour ce soir. Mais de quoi Éric Zemmour est-il précisément le nom? De quelle réaction est-il l'incarnation? Vous commencez. Oh, il faut faire une différence entre Éric et Zemmour. Je tiens à le dire quand même, c'est important. J'aime bien Éric. On s'entend plutôt pas mal. On se croise de temps en temps. On a déjà débattu ailleurs que sur CNews, mais Jamais aussi longtemps. Jamais si longtemps. Donc il ne s'agit pas pour moi de m'en prendre à Éric. En revanche, Zemmour, c'est une autre histoire. Je vous vois Zemmour et c'est Zemmour que j'attaque, bien sûr. Alors, deuxième point, je ne l'attaque pas sur un plan moral. Il ne s'agit pas pour moi de me mettre en détenteur du bien face à un diable autodésigné ou désigné par d'autres. Ce n'est pas l'enjeu. Non, c'est sur le plan de l'efficacité, c'est sur le plan de la méthode. De quoi Éric Zemmour est-il le nom? À mon avis, de quoi Zemmour est-il le nom peut-être? D'un indigénisme nationaliste. C'est ça que je veux dire. D'un communautarisme patriotique, si vous voulez. Ou d'une fierté blanche qui entérine son essentialisation et sa marginalisation en s'insurgeant contre elle. Pour le dire simplement, mon sentiment est que vous êtes le meilleur allié de vos adversaires. Parce que vous les combattez avec leurs propres armes. Au lieu de combattre le racialisme avec la République, avec les armes de la République, vous le combattez, me semble-t-il, au nom du blanc. Or, de même, que le communautarisme produit le racisme, le racisme ou la défense du blanc valide le discours communautaire. C'est un peu comme le yin et le yang, si vous voulez. Zemmour, me semble-t-il, est le nom d'une défaite maquillée en insurrection, d'un désir de croire qui se prend pour parole d'évangile, mais surtout d'un repoussoir qui, en réalité, est le carburant, l'alibi, l'aliment de ses adversaires dont il partage les méthodes, les manières, et d'ailleurs, c'est sur vous que s'appuient les identitaires, bien souvent, soit pour aller dans leur sens, soit pour vous adorer, soit pour vous détester. Il y a deux catégories d'identitaires, ceux qui vous adorent et ceux qui vous détestent. Mais ceux qui vous détestent s'appuient sur vous, ils ont besoin de vous, ils seraient perdus sans vous. Voilà, c'est ça que je voulais d'abord dire. Très bien, parce qu'en même temps, vous avez balayé toute l'émission d'emblée. Enfin, vous avez ouvert, donc c'est bien, je reconnais le professeur, et c'est bien agréable. Donc moi non plus, alors pour le même préambule que vous, mais moi en vérité, je pourrais le faire à chaque fois. Je n'ai rien contre les gens que je combats, rien personnellement. On a des désaccords, on a des confrontations, mais moi je n'ai pas de haine, j'ai de haine pour personne, contrairement au personnage qu'on a inventé à ma place. Je ne hais personne et voilà, simplement je défends des idées et j'estime que les idées de mes adversaires sont nuisibles à mon pays que j'essaye de défendre. Voilà. Maintenant, vous avez dit ce que vous pensiez selon la célèbre formule, de quoi j'étais le nom. Mais je serais bien incapable de vous renvoyer la balle. Parce que souvent. Comment? Vous l'avez fait souvent. Oui, non, je pense que... Vous m'avez souvent dit, vous êtes l'élite mondialisée. Non, attendez. Attendez. Non, parce que justement, je vais répondre à ce que vous avez dit. C'est en cela que je vous avais dit. Donc, moi, j'aurais du mal à... Parce qu'en fait, vous n'êtes le nom de rien. Et je dirais après, pourquoi? Vous êtes le nom de rien parce que vous voulez justement, c'est exactement ce que vous avez dit d'emblée, vous voulez au-dessus de la mêlée, de ce que vous appelez les deux indigénismes, les deux identitarismes. En gros, l'identitarisme indigéniste, racialiste, etc., que vous combattez aussi, et je vous tout à fait, je vous le rends. Mais on le combat pas pour les mêmes motifs. Voilà, exactement. Attendez, justement. Et l'identitarisme, le mien, si j'ose dire, que vous condamnez, une espèce d'identitarisme franchouillard ou blanc, vous l'appelez comme vous voulez, et vous êtes au-dessus de la mêlée, à la manière de Romain Rolland pendant la guerre 14. Sauf que, vous savez, quand il y a la guerre, il faut finir par s'engager. Il faut finir par choisir son camp. Parce que sinon, on risque gros. Vous savez, pendant la guerre 40, il y en a un autre qui a essayé de refuser de choisir entre les gaullistes et les collabos parisiens, entre les Anglais et les Allemands. Il s'appelait Charles Maurras. Ça ne lui a pas vraiment coûté, ça ne lui a vraiment pas porté chance. Il a été condamné à mort à la Libération. Parce qu'à partir d'un certain moment, il faut choisir, quand il y a une guerre, son camp. Et si on ne choisit pas son camp, on finit par être accusé d'avoir collaboré avec le vaincu.
Et c'est exactement ce qui est arrivé à Charles Maurras. Raphaël Enthoven. D'abord, on choisit toujours, Éric. Ne pas s'engager, c'est déjà s'engager. Quand on s'abstient, on vote pour celui qu'on aime le moins, on choisit toujours. C'est impossible de ne pas choisir. On ne peut pas ne pas choisir un camp. Les gens qui se donnent l'illusion d'être au-dessus de la mêlée sont des gens qui, se donnent un beau rôle qu'ils ne peuvent pas tenir. Les gens qui s'abstiennent, le meilleur exemple, c'est les gens qui s'abstiennent. Donc, on choisit toujours son camp. Donc, se mettre au-dessus de la mêlée, pour moi, c'est une illusion, si vous voulez. En revanche, c'est pourtant la vôtre. Non, je crois que vous avez mal saisi la position qui était la mienne. En fait, mon travail consiste à lutter contre la guerre, c'est-à-dire faire la guerre à la guerre, sans employer les mêmes moyens que la guerre. Pour cela, il consiste à substituer, c'est tout le sens de ma présence ici comme ailleurs, à substituer comme à la Convention de la droite où vous étiez aussi, bref, c'est tout le sens de ma présence en terrain inamical ou, disons, intellectuellement hostile. Lutter contre la guerre, c'est substituer le paradigme de l'opposition, c'est-à-dire où les gens, où deux vérités péremptoires se regardent en chien de faïence, s'aboient à la figure et où on compte les points à la fin en considérant que c'est le plus éloquent qui l'emporte, donc l'opposition, et lui substituer la contradiction, qui suppose que les uns et les autres pensent contre eux-mêmes et finalement mettent la vérité en partage, si vous voulez, un peu au milieu de la table, en espérant y apporter une obole. Et c'est plutôt cette façon-là de combattre qui est la mienne. C'est-à-dire que l'enjeu pour moi, c'est de transformer l'ennemi en adversaire. C'est la seule façon que j'ai trouvée de lutter contre la guerre. Il y a deux façons de l'emporter dans une guerre. La première, c'est d'écraser l'autre, c'est pas gagné. La deuxième, c'est de transformer l'autre en adversaire qu'on frappe au-dessus de la ceinture. C'est la façon que j'ai de travailler. Autrement dit, il ne s'agit pas pour moi d'être au-dessus de la mêlée, mais d'être au-dessus de la ceinture. Pourtant, votre slogan même que vous venez de choisir, la guerre à la guerre, ce n'est pas innocent. C'est un slogan pacifiste attendez, c'est très important parce que c'est très important. Non, c'est très important. C'est un slogan pacifiste d'après la Première Guerre mondiale, de l'entre-deux-guerres, et qui a mené où l'on sait. Parce que vous m'avez traité à la télévision, pas en face de moi, mais ailleurs, de pétainiste. Oui. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce que c'est que le pétainisme ? Le pétainisme, c'est justement la paix, plutôt la paix dans la soumission que la guerre. Et qu'est-ce que c'est que le gaullisme ? C'est le contraire, c'est-à-dire plutôt la guerre, mais pour la liberté. Et encore, les pétainistes, en vérité, avaient plusieurs excuses. D'abord, on venait de prendre une raclée monumentale. Deuxièmement, on avait le souvenir de la boucherie de 14. Troisièmement, comme le reconnaît le général de Gaulle lui-même, et Pétain et même Laval essayaient en vérité de ruser avec les Allemands, comme l'avaient fait les Allemands eux-mêmes, vous savez, après leur grande défaite de 1806 à Iéna face à Napoléon, et de prendre leur revanche plus tard. Même le général de Gaulle reconnaît cette ruse. En vérité, c'est vous le pétainiste, vous comprenez ? C'est vous le pacifiste, mon cher. Mais oui, vous l'ignorez parce que vous pensez que Pétain, c'est une figure historique. En vérité, vous savez bien que c'est devenu une figure emblématique. Et c'est la conséquence du pacifisme. Et le pacifiste, c'est vous. C'est vous qui croyez qu'on peut éviter la guerre. C'est vous qui, vous savez, comme Julien Freund, vous connaissez sa fameuse formule, bien sûr. Vous croyez que c'est vous vous croyez que c'est vous qui allez définir à qui vous faites la guerre et qui vous ne faites pas la guerre. En fait, c'est celui qui vous fait la guerre qui vous définit et qui vous empêchera de cultiver votre jardin. Raphaël Enthoven, on vous fera la guerre et vous ne pourrez pas cultiver votre jardin. Vous êtes pétainiste. Alors, je le découvre, je le découvre, mais en vertu d'une définition du pétainisme qui n'est pas la mienne, on va pas revenir, on pourrait revenir sur le suicide français, etc. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai, je l'avoue, je suis plutôt Paxton, Robert Paxton. Mais pas moi. Voilà, je sais bien que vous ne l'êtes pas. L'enjeu de Paxton ou Zemmour, c'est de savoir si Pétain a protégé des Juifs ou si au contraire, des Juifs français, tout à fait, ou si au contraire il a le pétainisme est ce que j'ai plutôt le sentiment, ce que je crois, ce que je pense à la lumière des lectures que j'ai faites aussi, une lâcheté, une idéologie qui s'est greffée sur une lâcheté première, si vous voulez, c'est-à-dire une démission qui s'est servie d'une défaite pour faire passer le fiel, à mon avis, l'arsenic d'une révolution nationale, l'arsenic anti-républicain d'une révolution nationale. En cela, je me trouve assez peu pétainiste, si vous voulez. Mais bon, c'est peut-être un parce qu'on n'a pas la même définition du pétainisme, vous avez raison. C'est vrai, mais alors il y a encore juste un point, parce que on ne peut pas tout mélanger. La guerre à la guerre. La tradition dans laquelle vous inscrivez cette expression, et vous avez raison, est une tradition de pacifisme alinien, c'est-à-dire dans le sillage d'Alain, le grand professeur de philosophie des années 30, dont on a découvert ensuite d'ailleurs qu'il était antisémite et finalement assez nazi dans son esprit. Mais ça, n'exagérons rien.
C'est Non, mais votre c'est une autre distinction. histoire, mais L'antisémitisme n'est pas forcément nazi. Vous avez raison. Mais L'antisémitisme n'est pas forcément d'extermination. C'est tout le problème de Vichy. Éric, Il est antisémite, mais pas Éric, antisémite d'extermination. Éric, le journal d'Alain est une chose terrible. Oui. On n'a pas le temps de revenir dessus Non, maintenant. mais Proudhon dit la même chose, il y en a beaucoup qui disent ça, vous savez bien. Je vous assure qu'il va plus loin. Mais enfin, c'était glaçant pour quelqu'un qui a lu Alain toute son enfance, qui a appris la philo en terminale grâce à Alain, qui a découvert Platon, Hegel et Comte avec Alain et qui soudain découvre ça sous la plume du même homme. Donc, pour moi, c'est absurde et surtout, le pacifisme d'Alain est un pacifisme qui a été ensuite dévoyé au profit précisément de la Révolution nationale. Donc, à aucun moment, si vous voulez, je ne peux me reconnaître dans cette tradition. L'expression « la guerre à la guerre » est une expression malheureuse, que je veux bien la retirer d'ailleurs, parce que, disons, pas la guerre à la guerre, je suis hostile à la guerre, et la façon que j'ai trouvé d'être hostile à la guerre, c'est de lui remplacer le combat. C'est de lui remplacer le combat au sens que la boxe peut donner à ça, voilà, ou le débat. Ce que je dis quand je dis la guerre à la guerre, je ne reprends pas le sillage d'Alain, je dis juste que je ne veux pas la guerre, là où vous la souhaitez, c'est tout. Mais non. Bon. C'est... Alors, dire qu'il y a la guerre, ce n'est pas la souhaiter. Vous comprenez, il y a... quand elle n'est pas là, dire qu'elle est là, c'est la souhaiter. On va rester dans notre histoire. L'un après l'autre. On va rester dans notre histoire des années 20 et 30. Vous allez voir. En 1920, Jacques Bainville, le grand historien de l'Action française, écrit un livre qui répond à Keynes, qui avait fait un livre, vous vous souvenez, pour critiquer le traité de Versailles, pour dire que les Français étaient odieux avec les Allemands, etc. Et le Keynes avait écrit les conséquences économiques de la paix, et Bainville écrit les conséquences politiques de la paix. Bon. On est en 1920. Hitler n'est qu'un peintre du dimanche. Bon. Il l'explique dans le livre. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre absolument admirable. Non, je confesse. Alors je vous recommande de le lire parce que vous allez voir, vous allez être sidéré. Vous allez être sidéré. En 1920, il annonce tout ce qui va se passer dans les années 30. C'est-à-dire la remilitarisation de la Rhénanie, l'Anschluss, la Pologne, la Tchécoslovaquie. Vous voyez, tout. La Russie qui rentre en Pologne, enfin un truc extraordinaire. On est en 1920. Mais au moment du traité de Versailles, des tas de bons esprits avaient déjà vu venir la catastrophe. Hein. Non, très peu. Ouais, il y a très peu, il y a Foch, il y a Foch, il y a Bainville, et il y a Mangin qui dit... C'est à Foch que je pense. Et il y a Mangin qui dit ça va être une parenthèse, et Foch qui dit mes enfants verront ça. Bon, ils sont pas nombreux, vous voyez, et bon, ils s'engueulent tous avec Clémenceau d'ailleurs. Bon. Et tout ça pour vous dire quoi? À l'époque, la plupart des gens comme vous, des gens de gauche, des gens... Mais oui, Raphaël Antoine, assumez vos étiquettes. Assumez, vous n'êtes pas au-dessus de tous. Vous n'êtes pas Dieu. Vous ne planez pas au-dessus. Vous avez des engagements. Vous avez, je suis désolé, vous avez une culture politique et vous avez des réflexes politiques qui vous classent dans une famille politique historique. C'est quoi cette famille alors? La gauche modérée. Mais oui, que ça vous plaise ou non. Et je finis. À l'époque, tous les gens de gauche lui disent, c'est affreux ce que vous êtes un belliciste, vous voulez la guerre avec l'Allemagne, vous voulez les écraser, vous êtes un salaud, vous êtes un type d'extrême droite, etc. Et Bainville a cette phrase absolument magnifique, il dit « Les républicains », puisque à l'époque vous savez qu'il est monarchiste, donc les républicains ont coutume de rendre responsables ceux qui prédisent les événements, de les rendre responsables de ces événements. C'est exactement ce que vous faites. Je dis il va y avoir la guerre, je dis c'est une catastrophe, il y a une immigration débordante, je dis le nombre est un problème énorme, je dis l'islam est un problème et vous me dites mais c'est vous qui voulez la guerre. Mais je veux rien moi, c'est le monde qui est affreux, c'est le monde que des gens comme vous, des pacifistes comme vous nous préparez, qui est affreux, qui va nous mener à la guerre. Appartenir à je ne sais quelle tradition. En ce qui me concerne, en plus, vous êtes mal tombé. Mais en faisant à l'autre le procès d'appartenir... C'est pas honteux d'appartenir à des traditions politiques mais c'est faux. Séculaires. Mais c'est faux. Mais c'est pas honteux. Il va vous répondre, Raphaël. Et le problème, juste là-dessus, bien sûr, je veux l'entendre, mais... Le problème, c'est la neutralisation du discours, Éric. Si quand vous dites quelque chose, je vous dis « Mais vous êtes un facho, vous êtes d'extrême droite, ce que vous dites, etc. » Ça n'a pas de sens. Je ne le dis pas. Si, vous le dites. Non, je dis mais si, quand vous êtes plus devant moi, vous dites « Il est pétainiste, il est la haine. » Je suis désolé. Éric, je suis désolé. Après, le lendemain de mon discours... Le lendemain de mon discours à la Convention de la droite, c'est ce que vous avez dit dans l'émission. On n'est pas là pour faire le match retour de la Convention de la droite. Mon cher ami, on devrait comparer nos deux discours de l'époque et on verrait qui avait annoncé ce qui s'est passé aujourd'hui. Messieurs, pas de match retour de la Convention de la droite. On est d'accord ? Alors je continue. Je vais répondre à votre question sur le fond maintenant. Oui. C'est-à-dire les deux identitaires, les deux antitéristes
Qui se regardent en chien de faïence. Et qui sont les mêmes en vérité. Qui sont les mêmes Non, d'une j'ai même... pas dit que vous étiez les mêmes. Ah bon, d'accord. Alors Si, attention, c'est ce que non, vous non, allez non, non, dire. ça c'est... Non, pardon, j'ai pas dit que vous étiez les mêmes. Les deux faces d'une même pièce. Je pense que vous vous tenez la main, oui. D'accord, Je ok. pense que vous Alors, vous on va tenez- répondre. Et je pense que vous avez besoin l'un de D'accord. l'autre, J'ai- effectivement. ok. Vous êtes le repoussoir de l'autre. oui. Alors, Éric Voilà. Zemmour. Donc, pour poursuivre sur ma comparaison, donc ceux qui s'opposent aux Allemands ont besoin des Allemands pour leur faire la guerre. Mais non. Et prennent les mêmes méthodes Mais que non, les Allemands ça puisqu'ils marche- font la mais non, guerre. mais non. si, bon. Mais quel je vais rapport aller- entre le Troisième Reich et quelqu'un et un citoyen Je suis français désolé. de confession musulmane? Quel rapport? Mais attendez, je vais y arriver. Quel rapport? Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est très simple. Je veux dire, Je le parle de la postulat guerre. de cette Je métaphore parle de la n'a aucun guerre. sens. Sur Oui. cette métaphore de la guerre. Oui. Vous dites, on emploie les mêmes méthodes. Forcément, quand on fait la guerre à quelqu'un, on emploie les mêmes Un méthodes. soldat que de lui. la Wehrmacht, on lui fait la guerre. Un Eh oui, musulman voilà. en France, on lui fait la guerre. Un Eh oui, musulman voilà. en France, non. Attendez, j'ai pas fini. Bah oui. Je ne tue personne, hein. Donc je ne fais pas d'armes, je ne prends pas d'armes. Je Alors, prends des on armes, vous écoute, des armes Éric Zemmour. rhétoriques. On vous écoute. Alors maintenant, sur les deux identitarismes, je reviens. Qu'est-ce que l'identitarisme décolonial, racialiste, etc. C'est un discours performatif. C'est dans la lignée de la déconstruction des années 60-70. C'est-à-dire que ces gens-là pensent que le discours va pouvoir inventer une réalité. À force de dire que la France est raciste, que la France est colonialiste, que la France est esclavagiste, ils se disent qu'on finira par le croire. Ça, c'est le discours identitaire, racialiste, que je combats, moi aussi, pas avec les mêmes armes que vous. Non. Et après, vous me dites, votre identité, c'est la même chose. C'est tout le contraire. Non, je dis, oui, c'est le Attends. contraire. C'est le reflet. Non, attendez, non, Alors, non, il non. termine, reflet C'est pas le- inversé. il c'est pas le termine, reflet. ensuite je vous donne la C'est pas parole, le Raphaël reflet. Enthoven. Parce que Termine. mon identité, elle existe en dehors de l'identitarisme racialiste et indigéniste. Donc la différence entre eux et vous, c'est que vous dites la vérité et eux Non, disent non, faux, pas du c'est tout, ça pas du tout, pas du tout. C'est que moi, je ne suis pas ancré dans le discours, je suis ancré dans la réalité. C'est-à-dire une identité française qui existe depuis 1000 ans, qui s'est façonnée petit à petit, qui repose sur un peuple, sur un territoire, sur un mode de vie, sur une culture, bref, sur une civilisation. Et vous savez ce que disait Malraux de la civilisation. Qu'est-ce que la civilisation? C'est tout ce qui s'agrège à une religion. Et qu'est-ce qui s'agrège à la religion? La religion catholique en France et le christianisme en Europe. Quand Paul Valéry dit j'appelle Européens toute race et toute terre qui ont été romanisés, christianisés et qui ont subi la discipline grecque, il est quoi? Il est identitaire, Paul Valéry, ou il est universel? La vérité, c'est que même votre universalisme est identitaire, parce qu'il est appuyé sur un peuple, sur une histoire, sur un territoire. Vous savez, quand vous lisez Taine, Origine de la France contemporaine, il vous explique quelque chose de magnifique. Il vous dit, qu'est-ce que la France? La France, c'est le XVIIe siècle, c'est Descartes avec l'universalisme abstrait. Et après, il vous dit, au XVIIIe siècle, viennent Voltaire, Montesquieu, etc., qui font parler les Persans, les Hurons, comme des hommes du XVIIIe siècle, en 1750 à Paris, et personne ne s'en étonne. Et il vous dit, l'universalisme et l'abstraction, c'est ça la France. Donc votre universalisme, votre abstraction, c'est franchouillard, mon cher Enthoven, c'est ça votre problème. C'est le comble de la francité. Et ça, vous ne voulez pas le voir.
est un universalisme. En vérité, aujourd'hui, on dit « je suis républicain » pour ne pas dire « je suis français ». Et ça me frappe beaucoup. On dit « la République » pour ne pas dire « la France ». On dit « les territoires perdus de la République » pour ne pas dire « les territoires perdus de la France ». On dit aux nouveaux immigrés « devenez républicains » parce qu'on n'ose pas leur dire « devenez français ». Parce que justement, français, ça veut dire une identité, une culture, un territoire, un enracinement. Et que moi, je veux bien la tension entre cette identité et l'universel républicain. Mais à partir du moment où il n'y a plus de tension, où il n'y a plus d'identité, la République se retourne contre la France, l'universel détruit la France. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La tradition est une culture avec un petit C, la République est une civilisation. Non, la République n'est pas une civilisation. Quand on parle de civilisation, c'est ça qui est en jeu, effectivement. Deuxièmement, la République, c'est au départ un régime du pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est la démocratie, ça. La démocratie, mais n'oubliez pas qu'au départ, la démocratie et la République sont synonymes. Quand on crie en 1848 « Vive la République », ça veut dire « Vive le suffrage universel ». Oui, enfin c'est une synonymie on n'a pas le temps d'entrer dans les nuances entre ces deux termes. Il nous reste 5 minutes. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on sort. Mais vous allez voir, je poursuis mon idée. On sort de la République par l'universel. Sûr que vous l'attrapiez, mais allez-y. Vous allez voir. Par exemple, quand on donne tout pouvoir aux juges, aux droits, vous savez, toute la théorie d'Habermas sur le constitutionnalisme, etc., d'être au-dessus du suffrage du peuple, parce qu'on est traumatisé par Hitler, parce qu'on est traumatisé par Pétain, etc. Parce que c'est ça, Habermas, vous le savez très bien. Et quand on met le droit au-dessus du suffrage du peuple... Quand Éric dit un truc improbable, il regarde l'autre en disant « Vous le savez très bien, donc c'est génial !» Habermas, c'est le produit, excusez-moi, du traumatisme allemand d'Hitler. Bon, reprenez parce que c'est toujours le même argument, le peuple a voté Hitler, etc. Donc quand on met le droit au-dessus... Je dis juste non, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans le débat. Alors on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Voilà. Je le pense vraiment. Quand donc on met ça, on met les juges, on met le droit au-dessus du suffrage universel, du suffrage du peuple, on sort de la République pour rentrer dans l'universel et on tue la République française. Et quand on ne contrôle plus l'immigration, le nombre, etc., quand on fait ça, on risque de ne plus avoir de République française. On peut avoir une République islamique demain, on peut avoir une République autre, mais on n'a plus la République française. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Cette tension, c'est notre débat depuis le début. J'y viens. Entre l'identité et l'universel. Si l'universel tue l'identité, on aura une autre identité. On a encore 5 bonnes minutes. Tout va bien. Je vous laisse répondre. Simplement, la nation est à la République ce que le cerveau est à une idée, à l'idée qu'il produit. L'idée ne se résume pas au cerveau, ni aux synapses qui correspondent à son émission dans le cerveau, mais sans cerveau, il n'y a pas d'idée, si vous voulez. Donc il n'y a pas de République sans nation, mais la République ne se réduit pas, me semble-t-il, à la nation, de la même manière qu'une idée ne se réduit pas aux conditions matérielles de son apparition. En somme, il y a deux façons de combattre l'intégrisme ici et deux façons de combattre l'hostilité à la République. Et moi, je maintiens ça. La première, la vôtre, Éric, me semble-t-il, c'est la fierté. C'est-à-dire que c'est de se prendre pour une tradition, une couleur en péril, de lutter contre une menace compressant par le recours à l'arbitraire d'une tradition, d'un terroir, que ce soit un prénom, que ce soit une façon de manger, peu importe. Et c'est la nôtre. J'entends bien. C'est la vôtre. C'est celle qui a fait ce pays. Pas la nôtre, c'est la vôtre. C'est la nôtre. C'est la vôtre. Non, mon cher, je vous ai démontré tout à l'heure que c'était la nôtre, la vôtre. Vous allez répondre tout à l'heure. Vous n'avez rien démontré, vous montrez, mais vous démontrez rarement. Oui, c'est ça. Alors, elle a vous désignez comme ça. C'est pas la même chose que de démontrer. Ce que je veux dire, c'est que cette fierté-là a tant de mal, d'ailleurs, à distinguer la francité d'une valeur en soi, qu'elle cède aisément, ordinairement, d'ailleurs, en retour à la tentation de regarder de la même manière l'islam, par exemple, comme une quantité homogène, un corps étranger, qui alimenterait la haine. Alors, c'est pas ma façon de défendre la République. Moi, je ne le vois pas comme ça. J'ai l'impression que cette façon-là est suicidaire et que pour l'auteur du suicide français, c'est presque un harakiri. En revanche, il me semble qu'on peut croiser l'intégrisme et l'adversité sur un terrain plus fondamental que le terrain du terroir ou d'une tradition qui s'opposerait à une autre. C'est pas le terrain des habitudes, c'est pas le terrain de la tradition, c'est pas le terrain des frontières ou du folklore, c'est le terrain des idées, c'est le chemin de la défense de l'égalité homme-femme, par exemple, ou de la liberté d'expression. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est la différence entre vous et moi, pardon d'être désobligeant, mais c'est un peu la différence qu'il y a entre le veau d'or et l'étape de la loi, si vous voulez, ou entre la superstition et la raison, ou entre la tradition pour projet, on va se calmer, la tradition pour projet et l'avenir pour objectif. C'est-à-dire que c'est vraiment pas la même chose. La différence entre vous et moi n'est pas simplement une différence d'opinion, ni une différence
différence de hauteur de vue. C'est juste que je ne défends pas la même chose que vous. Oui, ça, je suis Ce bien que d'accord. vous défendez... Il reste 1 minute 30. Voilà, ce que on laisse vous Éric Zemmour répondre, Bien ensuite sûr. vous aurez le mot de la fin. Ce que vous défendez, c'est un pays. Ce que je défends, c'est une idée. Éric Mais Zemmour, là, je on laisse est bien répondre. d'accord. On est bien d'accord et c'est bien ce que je vous reproche. Parce que Parce que vous croyez que l'idée fait l'économie du pays? Alors, Pas je du vous tout. donnerai le mot de la Parce fin, que- Raphaël bien sûr, Antoven, pardon, Éric pardon. Zemmour répond. L'idée que vous défendez est le produit du pays et vous trahissez ce pays qui a produit l'idée que vous défendez. Et oui, c'est ça le problème. Et que le pays, moi je défends le pays, vous avez raison. Je ne défends pas une idée. Je ne défends pas un régime, la République. J'admire la monarchie, j'admire encore plus l'Empire. Je ne défends pas ni un régime, ni une idée. Vous avez tout à fait raison. En plus, c'est une idée qui change. Parce que si vous voyez la République de la Troisième République assimilationniste avec la République multiculturaliste d'aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Si vous voyez Non, la en République... revanche, ce que je vois, c'est Je que suis la critique... désolé, ce n'est pas Votre du dernier tout, mot, Éric ce n'est Zemmour. pas du tout la même chose. Alors oui, vous avez raison, je vous donne acte. Je défends un pays, je défends une tradition que vous assimilez à un folklore, alors que moi, je l'assimile justement à la grandeur suprême. Je ne défends pas une idée, parce que l'idée, c'est mon pays. Alors ça, Oui, vous mais- avez tout à fait raison. Raphaël Antoven, Bah, je vous laisse le mot de la fin. oui. On arrive à la fin de ce débat. Bon, non, on pourrait Il y aurait beaucoup à rester- dire, C'est bien c'est sûr. une fin en forme de début parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Faudra Parler revenir. de grandeur suprême à propos d'une Oui. tradition dont on est par le plus grand des hasards et par accident Et alors un héritier, Et alors me semble, comment dire, une illusion comparable à l'illusion qui saisit un cœur quand soudain la personne qu'il aime lui semble une déesse et qu'il finit par déchanter un peu plus tard. Mais enfin, c'est une autre histoire. Vous avez un rapport à ce pays qui est un rapport, à mon avis, artificiel et charnel à la fois. Mais enfin, c'est une autre histoire. J'ai pas le temps d'entrer là-dedans. 10 secondes. Alors, 10 secondes, une anagramme. Une anagramme. Une anagramme, j'adore les anagrammes. La République française. Vous prenez le syntagme La République française, vous mélangez les lettres, vous les passez au mixeur et ça donne Quel Africain superbe. Ça. Et alors, j'en donne une autre parce que juste Excellent. pour rigoler, le maréchal Pétain, c'est Oui. que vous prenez les lettres, vous mélangez le truc, etc. Ça donne, avec la même lettre, exactement les mêmes lettres, place à Hitler, Amen. Ah oui, d'accord. Le Et- maréchal Pétain. Ah, et avec- C'était juste un sourire, Eric, pas Avec une Éric Zemmour. imputation. Avec- non. Ah, et anagramme avec Éric Zemmour, ça donne J'ai pas trouvé encore. remuer micro. Remuer J'ai micro. pas touché. C'est pas mal. J'ai pas touché le C'est pas micro. mal. Messieurs, merci beaucoup pour Merci ce à vous. débat. Merci Raphaël Merci. Antoven. Merci Éric Zemmour. Merci à vous, Christine, pour toute Merci. cette année. Merci M'avoir beaucoup. accueilli gentiment et aussi, Mais là- aussi chaleureusement. Vive la liberté d'expression. Merci, C'est Christine. sur CNews. Excellente suite de programme. Merci.